Perfect. Non-consentement oblige, c'est la guerre. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story. Mais ça sort d'où ce nom, Lorelai? Les lois doivent être promulguées par le roi. Article 1 du Code civil, version intouchable du 15 mars 1803. Je sais, ça provoque une erreur 404 au crâne, ouais, ça fait une fracture du cerveau. Et surtout, ça provoque de la dissonance cognitive chez les ignorants. Ces ignorants qui se prennent pour des avocats juristes en ayant fait une recherche de 3 secondes sur les gifrans sur l'article 1 du Code civil. Et qui ont le culot de venir avec leurs pauvres commentaires dénués de contre-preuves formelles, réelles et irréfutables, ils viennent parler dans la splendeur de leur abyssale ignorance. Avec leur recherche de 3 secondes sur les gifrans, ils pensent être capables de rivaliser avec toute une équipe de docteurs en droit qui ont décortiqué le sujet depuis 40 ans. C'est pourquoi, dans un format podcast, j'ai eu l'idée de te faire découvrir officiellement l'histoire secrète de cette découverte de l'article 1 du Code civil, que mon ami avocat grand docteur en droit Philippe Fortaba Labattu a faite et qui, je l'espère, Inch'Allah, fera du bruit en haut lieu. Alors, ouvre bien tes oreilles, prends un papier et un stylo et note « Va vérifier » parce que l'ignorance tue. Philippe, je suis très heureuse de t'accueillir à ma maison. Oui, et j'ai des questions pour toi, afin d'éclaircir la pensée des ignorants. Alors, dis-moi, comment tu en es arrivé à cette implacable démonstration juridique sur l'article 1 du Code civil, les lois doivent être promulguées par le roi, sur laquelle il n'y a pas lieu de tergiverser. Oui. Et avec qui tu as travaillé et depuis combien de temps, toi et ton équipe d'avocats, vous avez spécifiquement travaillé, disséqué cet article? Dis-moi tout, on veut tout savoir. Je crois que c'est très simple, c'est la lecture des textes. Et je crois qu'un enfant de 5 ans commence à lire et il peut se rendre compte que ce qu'on dit est totalement vrai. Alors, comment ça se fait que personne s'en soit rendu compte? Ça, c'est une question. En latin, on dit Felix qui potuit, rerum conoscere causas. Bienheureux celui qui peut connaître les raisons des choses. Toujours est-il que c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important parce que c'est le code le plus célèbre de France, le code le plus célèbre au monde, je peux dire, puisque les Espagnols s'en sont inspirés, les Portugais, les Russes, j'imagine aussi un petit peu, enfin, sont sensibles à l'influence française. Et donc, on a ce fameux code, son article 1er, il nous dit, dans son premier paragraphe, que les lois sont promulguées par le roi. Alors ça s'est passé depuis 1816 et ça a été quelque chose de terrible quand les autorités françaises ont été obligées de s'en rendre compte à la suite de diverses choses que nous avons faites avec toute une équipe. Et donc en 2004, le Premier ministre Raffarin, enfin les autorités de l'époque, ont voulu changer ça, mais le problème c'est qu'ils ne pouvaient pas puisqu'ils n'avaient pas les possibilités juridiques. Alors, je me rappelle un de mes professeurs qui nous disait, c'est terrible, mais il y en a qui ont tendance à faire la politique de l'autruche. C'est trop horrible, donc je veux pas le voir. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Pourtant, la réalité, c'est ça. Alors, pour répondre à la question, parce que je dévie un peu peut-être, comment on en est arrivé là? Moi, j'avais commencé mes études à Sciences Po Toulouse et à la faculté de droit de Toulouse. Nous avions à l'époque, nous avons toujours de très bons professeurs dans cette vieille université bien juridique, puisque c'est de là que vient le bréviaire d'Alaric, le Visigoth, et donc c'est une grande culture universitaire à Toulouse. Il y a d'ailleurs des dizaines de milliers d'étudiants actuellement à cette université de Toulouse. Donc, après avoir mes études de droit, eh bien, j'ai été dans une association qui s'appelle l'Association nationale des docteurs en droit, et qui est devenue maintenant l'association française des docteurs en droit. Cette association avait évidemment vocation à avoir des gens qui s'y connaissent bien en droit. Nous avons eu des présidents importants et à l'époque c'était le préfet Doublet, Maurice Doublet, qui était président de l'association. Et il se trouve que je me suis retrouvé au conseil d'administration et ensuite secrétaire général adjoint et secrétaire général après de cette association nationale des docteurs en droit. C'était Corinne Lepage qui était aussi présidente de cette association, l'ancien ministre.
Alors, ce que je vais dire maintenant, personne ne le sait, j'ai jamais annoncé publiquement. J'avais à l'époque un ami qui était docteur en droit et on se voyait souvent, on parlait de droit. Et c'est lui qui m'a, alors je crois que c'était en milieu des années 1980, donc ça fait presque 40 ans, qui m'a dit, mais est-ce que tu as vu le code civil? Je me dis, bah oui. Est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose d'important? Bah oui, bah c'est le code civil, mais regarde bien le code civil. Et il m'a dit, et j'étais tenu par ce qu'il m'a dit, écoute, je vais faire quelque chose là-dessus, mais je te demande de ne pas en parler. Donc j'étais tenu par cet ami qui m'a fait découvrir la véritable rédaction du Code civil, l'article 1. Les lois sont promulguées par le roi. Et la phrase qui a été rajoutée, entre parenthèses, le président de la République, c'est une phrase qu'ont ajouté les commerçants. Ouais, je dis bien les commerçants. Parce que Dalloz, comme l'ITEC, ce sont des commerçants qui vendent un livre qui s'appelle le Code civil. Mais le Code civil, la véritable réalité du Code civil, c'est le journal officiel. Donc ce sont des commerçants qui se sont permis de mettre président de la République à la place du roi. Alors évidemment, il y en a... Entre parenthèses et en italique. Donc tu peux nous rappeler quelle valeur juridique ont les parenthèses dans les textes légaux? Ben, ça n'a pas de valeur, de toute façon, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Alors je ne suis pas là pour jeter la pierre, je dis simplement que je n'avais pas remarqué, puisque ces codes commerciaux nous induisent en erreur, c'est clair. Je n'avais pas remarqué que la phrase réelle, c'était les lois sont promulguées par le roi. Alors, point. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas vérifié. Je me pose la question maintenant, comme quoi c'est bon d'avoir des débats. Je ne sais pas si c'est Saint Paul ou Saint Augustin qui disait « Oportet hérésie esse ». Il importe qu'il y ait des hérésies, parce qu'au moins, on réfléchit, et quand on pose des questions, on essaie de trouver des réponses. Donc là, personne, c'est vrai, n'a développé ce point. Comment ça se fait que les éditions Dalloz aient fait ça? Mais la question qu'il faut se poser, c'est depuis quand les éditions juridiques ont dit ça? Et depuis quand existent les éditions Dalloz? Depuis quand existent les éditions Ciré? C'est facile à savoir, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est une bonne question que Lorelai pose aujourd'hui. Depuis quand? On peut se poser cette question. Depuis quand les commerçants ont trafiqué le Code civil? Depuis quand les commerçants ont trafiqué le journal officiel en mettant une phrase qui ne correspondait pas? Alors, c'est peut-être un coup du sort, une ironie, parce que quand on voit ça, on se dit, mais quand même, les pouvoirs politiques, les professeurs de droit, à un moment, ils ont vu le changement, j'imagine, puisqu'avant 1848, ça ne pouvait pas être comme ça. Donc, comment se fait-il que le pouvoir de l'éducation nationale ou de l'éducation de l'université ait laissé les commerçants qui sont Dalloz, donc je le répète, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé ça, à partir de quand ils ont commencé à trafiquer le journal officiel en donnant une version qui n'est pas conforme au journal officiel. C'est vrai que c'est la première fois que je développe ce point. Pour l'instant, j'avais le point de vue démontrons que c'est la réalité avec toutes les conséquences, mais sur cet aspect... J'utilise les mots que j'ai jamais employés parce que j'avais jamais réfléchi avant. Ces commerçants, puisque c'est ça, les éditions commerciales sont des commerçants. Il peut très bien y avoir, si Lorelai a l'argent, qu'elle crée des éditions Lorelai. Et ces éditions Lorelai peuvent mettre ce qu'elles veulent dans la mesure où ça respecte le droit, c'est le cas de le dire. Or là, le droit n'a pas été respecté puisque, bon, je répète encore une fois, on a trafiqué le Code civil et on a trafiqué en fait le journal officiel. Parce que nous avons, et Lorelai l'a publié, nous avons l'édition officielle du journal officiel qui dit bien, qui n'a pas été changée depuis 1816, sauf l'essai qu'en ont fait Raffarin et son équipe en 2004. Donc il n'y avait pas de raison de mettre autre chose que la véritable rédaction du Code civil. Alors, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Mais comment est-ce que tu en es venu à ah oui, alors très bonne question. Avec ton équipe d'autres docteurs en droit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, moi j'étais tenu par cet ami qui m'avait dit « Je vais faire quelque chose sur le Code civil, n'en parle pas ». C'était en quelle année ça? Je crois que c'était en 1987, 88, quelque chose comme ça. Donc ça remonte. Ça remonte à longtemps, ouais. Ben, moi, il m'avait donné cette info que personne ne m'avait donnée, ce docteur en droit, hein, donc que personne ne m'avait donné. Ben, il voulait pas que j'en parle parce qu'il avait quelque chose à faire d'important. Ben, j'ai rien fait, voilà. Or, il se trouve que quelque temps après, j'ai défendu un avocat et qui faisait des tournées dans toute la France.
Et je suis venu pour le soutenir, et puis il m'a demandé d'être à la tribune. Donc je suis allé à la tribune avec lui, et puis du coup, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de m'intéresser à leur dossier, de faire des points, etc., etc. Et nous avons organisé à Biarritz, c'est paru dans le journal Le Monde, nous avons organisé des assises du droit. Et ces assises du droit, c'était fait avec un professeur de droit, un professeur agrégé de l'université. Et après divers points extrêmement importants, nous avons pu avoir une découverte sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Je précise d'abord, donc ce colloque qui était organisé à Biarritz, eh bien, porté sur quelque chose d'assez surprenant. Je voudrais pas dévier le sujet, mais c'est important de savoir que c'est ça qui est à l'origine de la révélation publique de l'article 1er du Code civil. Il y a un sénateur, un parlementaire que nous avons eu au téléphone l'autre jour d'ailleurs, qui s'appelle François Colcombé, qui est le fondateur du syndicat de la magistrature. Alors, on peut être pour ou contre le syndicat de la magistrature. La question n'est pas là. Toujours est-il que cet homme, qui est un homme de grande qualité, François Colcombé, est le président et fondateur du syndicat de la magistrature. Il était magistrat à Paris, entre autres la cour d'appel. Son épouse magistrate aussi, donc c'est des gens qui sont extrêmement férus. Et il était en outre député et en plus président de la commission des lois. Donc c'est un véritable ponte. Donc il était président fondateur du syndicat de la magistrature, parlementaire, magistrat et président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et un beau jour, il y a une cliente, je vais dire son prénom simplement, Martine, qui vient me dire « Regardez, maître, vous voyez ce qui est paru dans le Canard enchaîné ». On voit une phrase dans le Canard enchaîné de François Colcombé, président fondateur du syndicat de la magistrature, parlementaire, président de la commission de loi et magistrat, qui dit « On savait que les tribunaux de commerce étaient des coupe-gorge, on apprend maintenant qu'ils n'existent pas ». Ah, je peux vous dire que mon premier réflexe a été, bon, le Canard enchaîné, c'est le Canard enchaîné, je veux pas faire de critique, mais bon, voyons, réfléchissons. Et nous avons attendu une semaine pour savoir s'il y avait un démenti, parce que des fois, un journaliste met quelque chose dans un article, et la personne fait un droit de réponse en disant « Je n'ai jamais dit ça ». Donc, une semaine passe, 15 jours passent, aucun démenti de François Colcombé. Donc, vu la qualité de ce personnage, de cette personne, extrêmement sympathique par ailleurs, nous nous sommes dit, pourquoi a-t-il dit ça? Et avec une équipe, nous avons commencé à fouiller de A à Z tout le droit du commerce pour savoir comment peut-il dire, lui, ce président de la commission des lois, peut-il dire que les tribunaux de commerce n'existent pas? Et nous avons trouvé la solution. La solution, c'est que vous savez qu'il y a des lois qui sont votées, mais pour faire un tout petit peu d'histoire du droit, très très vite, le code. Les codes, c'est quoi? Ce sont des recueils de textes de loi. Donc par exemple, l'Assemblée fait un texte en 1932, un autre en 1947. En 48, on fait un code qui rassemble les deux lois. C'est ça un code. Voilà. Et en 1978, le pouvoir en place a voulu faire un code de l'organisation judiciaire qui n'existait pas avant. Ce code de l'organisation judiciaire, il avait des choses qui n'allaient pas, et en 1991, les parlementaires ont voulu modifier, et c'est là le cataclysme. Et je répète, c'est grâce à ça qu'on a pu découvrir l'article 1er du Code civil officiellement. Donc en 1991, ils ont abrogé par erreur l'existence des tribunaux de commerce. Et c'est ça qu'avait voulu dire François Colcombé, qui ne voulait pas donner plus d'informations, en tous les cas qu'il n'avait pas donné au Canard enchaîné. Et donc, lors de ce colloque, avec ce professeur de droit, nous avons développé, entre autres, puisque c'est des gens qui avaient des choses qui leur étaient arrivées aux tribunaux de commerce qui faisaient qu'ils voulaient développer ce point. Et donc, en conséquence, on a parlé de ce point que les tribunaux de commerce avaient disparu, en tous les cas dans leurs compétences d'attribution, avaient disparu par le texte des parlementaires de 1991. Ça se corse. Et c'est là que les Grecs arrivent, c'est une phrase, ça se corse en Grèce.
Et c'est là que nous est apparue la révélation. Et moi, j'étais parfaitement heureux de ce qui se passait. Après le colloque qui a été très réussi, le professeur agrégé de droit nous dit, mais vous savez, c'est comme le code civil. Ah bon? Et le professeur me demande, parce que j'étais un des organisateurs de ce colloque, vous avez un code civil? Oui, monsieur le professeur. Ben, portez-le. Et le professeur de droit nous dit, lisez l'article 1er du code civil. Les lois sont promulguées, je raccourcis, par le roi. Et là, évidemment, comme ce n'est pas moi qui avais parlé, vraiment, c'était pas du tout un plan de moi, je me serais pas permis avec le professeur de droit. Mon camarade qui m'a demandé de pas en parler, c'est pas que j'étais libéré de ce cas, c'est que ce n'est pas moi qui mettais l'information publique, c'est ce professeur de droit. Et à partir de là, nous avons commencé à bâtir une équipe pour voir, s'il n'y avait pas une erreur du Dalloz. Une équipe composée de... Alors, une équipe, oui, je vais y revenir, pardon. Donc, parce que là, j'étais avocat, et donc, on a commencé à bâtir une équipe pour avoir les avis de tout le monde. Pas forcément avocats, mais des juristes, et puis dans le cadre de l'association des docteurs en droit, bien sûr. Mais si je peux me permettre, je vais faire une parenthèse. Qui n'a pas de valeur juridique, les parenthèses. Je sais pas. Mais bon, c'est parce que c'est un point qu'on n'a pas forcément trop abordé, mais qui vient aussi de l'université de Toulouse. Enfin, en tout cas, des universités du Sud. J'avais un ami, Pierre, qui était étudiant en droit avec moi et qui m'a soulevé ce point. Il y a eu une loi de 1975 sur le divorce par consentement mutuel du ministre Le Canuet. Et cette loi a été... le problème ne se posait pas à l'époque, aurait été promulgué, mais surtout a fait l'objet d'une publication. Or, il y avait des gens qui ne voulaient pas, quelqu'un qui voulait pas divorcer dans la région de Montpellier, et du coup, son avocat, de mémoire c'est Maître Vidal, a évoqué un point important. La loi, même si elle a été votée, même si elle a été promulguée, il faut qu'elle soit publiée. Et la publication, c'est pas la publication au journal officiel, parce que la publication au journal officiel, elle est valable à Paris le même jour. Mais par contre, quand on est en province, ça c'est un concept qui a été fait par la Révolution française. Alors après, il fallait qu'il y ait un chef-lieu de préfecture qui soit atteignable à un jour de marche de tous les lieux du département, au maximum. Et il fallait aussi que ce texte soit à la préfecture ou à la sous-préfecture. Donc, Maître Vidal a découvert que la publication, ça ne suffisait pas donc à Paris, mais qu'il fallait que ce soit inclus dans un registre spécial. Et il a découvert une vieille loi toujours en vigueur, qui est la loi du 12 Vendémiaire en 4 de la République. Vous savez que à la Révolution, on a changé les termes. C'était pas l'ère chrétienne, c'était pas le mois de février, etc. C'était Vendémiaire, fructose, non pas fructose, ni lévulose, c'était pluviose, fructidore, etc. Voilà. Et donc là, cette vieille loi du 12 Vendémiaire en 4 dit que pour que la loi soit opposable à tout le monde et qu'on puisse dire nul n'est censé ignorer la loi, il faut que chaque citoyen dans chaque département, à un jour de son domicile, puisse aller consulter au journal officiel la loi qui était arrivée, alors bulletin officiel ou journal officiel, mais en tous les cas, qui était arrivée, mais il fallait que ce soit sur un registre spécial avec le tampon chaque fois, la date et la signature du jour d'arrivée. Et à Montpellier, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc la loi sur le divorce n'était pas applicable parce que la loi, même si elle avait été promulguée, n'avait pas été publiée. Donc, si vous voulez, nous, on a été préparés... Les gens de Montpellier, en fait, ils peuvent pas divorcer. Ben oui. Alors, là-dessus, il y a eu... Mais c'était ça. Mais oui, mais alors, on va en reparler, parce que c'est un peu plus complexe, parce que le pouvoir, le système, évidemment, le régime de Paris, je dirais, ne pouvait pas supporter ça. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un article d'une revue juridique qui était faite, et c'est en septembre 93, je crois, oui, aux alentours de septembre 1993, dans une revue qui s'appelle le Dalloz Ciré, S-I-R-E-Y, ou Ciré Dalloz. Et là-dessus, on a eu cet article qui nous dit, effectivement, la loi n'est pas applicable. Donc tout ça, ça nous a préparé pour la loi qui n'est pas promulguée. Ça nous a préparé avec cet ami de juriste de Toulouse. Et donc, le professeur de droit qui fait l'article dans le Dalloz Ciré nous dit, mais de loin en loin, ce défaut de publication de la loi fait crouler tout le système juridique. On a beau dire c'est la catastrophe, c'est une réalité, c'est du droit. Mais la Cour de cassation, je m'en souviens parfaitement,
le 6 janvier 1994, a fait claironner sur France Info, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier. Donc je veux dire par là, et le système juridique avec le système de l'État a voulu faire en sorte que il y ait des barrages, puisque la Cour de cassation s'est servi d'un prétexte. Oui, mais le gouvernement de la Défense nationale, le 5 novembre 1870, n'a pas dit que cette loi de Vendémiaire était abrogée, mais elle n'a pas dit que... La question n'est pas là. Il a fallu absolument, parce qu'il y avait le feu au lac, que le pouvoir politique et le pouvoir juridique disent mais c'est la catastrophe dans l'État, donc il faut corriger ça. Et le 6 janvier 1994, j'ai entendu moi-même sur France Info, on a dit que cet arrêt de la Cour d'appel de Montpellier était cassé. Mais juridiquement, ça ne tient pas. Tout ça pour vous dire que ça, c'était en 1994. C'était quelque temps après que nous avons fait notre colloque, et du coup, préparé intellectuellement au fait que un élément aussi grave qu'une loi peut ne pas être applicable même si elle a été votée, ça nous a préparé à fouiller à la suite, ensuite de ce qui s'est passé avec les tribunaux de commerce, pour voir, est-ce que la loi non promulguée, est-ce que l'article 1er du Code civil est toujours en vigueur, est-ce que les conséquences sont aussi graves? Parce que je rappelle quand même que la loi qui n'est pas publiée, c'est aussi l'article 1er du Code civil. Cet article 1er du Code civil dit que pour que la loi soit applicable, il faut qu'elle soit promulguée et il faut qu'elle soit publiée. S'il y a un des deux éléments qui me manque, elle n'est pas applicable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les conséquences étaient graves, et moi je m'en suis servi concrètement pour des clients. J'ai expliqué, dans des cas relevant souvent des tribunaux de commerce, cette loi n'est pas applicable parce qu'il n'y a pas la signature du roi. Alors, vous imaginez la réaction des magistrats, soit des magistrats du tribunal de commerce qui sont des commerçants, soit des magistrats professionnels, surtout dans les villes de province, je suis provincial d'origine, mais qui entendent il n'y a pas de loi parce qu'elle n'est pas promulguée par le roi. Étant pris de court, comme quand on prend un coup de poing dans la figure sans être préparé, ils savaient pas quoi répondre. Donc, il a fallu du temps. Moi, j'ai invoqué souvent ce point-là, et un jour, un magistrat m'a dit « Mais oui, maître, c'est très joli ce que vous dites, vous avez raison. L'article du Code civil nous dit ça, mais l'article 9 de mémoire de la Constitution, c'est la Constitution qui est plus forte que la loi. L'article 9 nous dit que les lois sont promulguées par le président de la République. Donc, maître, vous voyez, votre argument ne tient pas. » Alors, ça nous a piqué au vif. Et du coup, on a mis une équipe encore plus forte. Mais laquelle de Constitution? 58, mais on va y venir après. De la Constitution 58, bonne question. Mais alors du coup, ça nous a piqué au vif, et on a été obligé de renforcer l'équipe. Donc il y avait déjà des docteurs en droit, il y avait des juristes, il y avait toute une équipe de gens, bien sûr, et professeurs de droit, etc., pour essayer de développer un point aussi énorme. Et un jour, je me rappelle, c'est à l'hôtel Abord, à Mont-de-Marsan, à la suite d'une réunion d'une association, que nous avons eu la réponse. Et c'est un excellent juriste qui nous a donné, le prénom c'est Olivier, qui nous a donné la réponse, à laquelle je ne m'attendais pas. Le président de la chambre commerciale nous disait oui, mais votre argument ne tient pas parce que c'est d'après la Constitution de 1958. L'article 9, donc, c'est le président de la République qui promulgue les lois. Il faut vérifier si c'est le 9, bon, peu importe. Et là, lui me dit, mais oui, mais la Constitution de 1958, elle-même, elle n'est pas valable. Ah bon, mais pourquoi? Parce que la Constitution de 1958, elle vient d'un texte de référendum qui a été promulgué par René Coty, président de la 4e République en 1958. Mais ce même René Coty, il est le président de la 4e République, dont la Constitution la Constitution de 1946 vient elle-même, donc il tient ses pouvoirs de sa Constitution, le président René Coty de la 4e République. Mais cette Constitution de la 4e République, elle vient elle-même d'un référendum. Oui ou non? Oui, elle vient d'un référendum. Mais ce référendum, il vient sur quoi? Et c'est là qu'on connaît pas l'histoire, on nous apprend pas tout ça. Enfin, si on l'apprend, mais on réfléchit pas assez. Et donc il nous dit, mais ce texte, ce référendum, il est bâti sur un texte.
Mais qui a fait le texte? C'est le texte du référendum. Mais qui a fait le texte? Ça vient des loges, bien sûr. Peut-être, mais qui a fait, ce qu'il faut répondre là, vraiment juridiquement, qui a fait ce texte sur lequel on a voté? C'est le Parlement. Ah, bon, donc c'est une loi sur le texte du référendum qui a été votée. Bon, voilà, le Parlement a voté, et puis la Constitution a été adoptée à une majorité, il y a eu un président, deuxième président, etc., etc. Non, tout est bon. Non, parce que cette loi a été votée, d'accord. Mais pour que la loi soit applicable, il faut que la loi qui a été votée soit promulguée. Oui, d'accord. Mais qui a promulgué la loi? C'est la loi. Alors, c'est vrai que les événements, c'est quoi? Il va y avoir un référendum. Il va y avoir un vote. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, non. Il y a un vote majoritaire. La messe est dite. C'est fini, c'est terminé. Donc, on discute plus. Donc, personne ne va voir que ce texte du référendum sur lequel il y a eu un vote majoritaire, ce texte, il vient lui-même d'une loi. Mais pour que la loi soit applicable, il faut qu'elle soit promulguée. Et alors, c'était en novembre 45. Il y a 5 ans de guerre, les prisonniers qui rentrent, personne n'a réfléchi. Qui a promulgué? C'est le GPRF, voilà. C'est le gouvernement provisoire de la République française. Bon, alors oui, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi y aurait-il un problème? Eh bien, parce que le gouvernement provisoire de la République française, c'est une autorité autoproclamée par un homme qui s'appelait Charles de Gaulle, qui en Algérie s'est institué de lui-même Comité français de libération nationale, et après il a changé le nom de CFLN en GPRF, gouvernement provisoire de la République française. Le problème, c'est que on était toujours sous la Troisième République, et donc il y avait un président qui s'appelait Albert Lebrun, et c'est le président de la Troisième République, en dehors du problème du roi, qui aurait dû promulguer le texte du référendum de la Constitution de la Quatrième République. Or, il n'y a pas la signature d'Albert Lebrun. Mais en fait, là, t'es en train de nous dire que Charles de Gaulle, en fait, il a fait un putsch. Carrément, un putsch juridique. Il a signé une loi qu'il ne pouvait pas signer parce qu'il n'était pas roi, mais en plus qu'il ne pouvait pas signer puisqu'il n'était pas le président Albert Lebrun. On ne va pas parler de Philippe Pétain. On parlait simplement du président de la Troisième République. Oublions la parenthèse de l'État français de 40 à 44. Et Albert Lebrun, il est toujours vivant. On ne voit pas son nom. En plus, les professeurs de droit Pacté et Boulouis nous disent dans les traités de droit, mais n'ont pas osé aller plus loin. Ils disent, le gouvernement de Charles de Gaulle, le GPRF, c'est-à-dire le Comité français de libération nationale, qui est devenu, changement de nom, gouvernement provisoire de la République française, c'est un gouvernement de fait, FAIT, c'est pas un gouvernement de droit. Alors, où on a un gouvernement de fait qui promulgue une loi, mais qui peut pas le faire, où on a un gouvernement de droit. Mais il y a mieux. Il y a Arnaud Montebourg, l'ancien ministre, Arnaud Montebourg, qui dans un livre sur Jean Monnet parle du problème des institutions en 1945. Apparemment, c'est la loi Kemner qui disait que même s'il n'y avait pas la signature du président de la République Albert Lebrun, il eût fallu, c'est quoi comme temps ça en grammaire, il eût fallu que ce soit les conseils départementaux, les conseils généraux qui se réunissent pour faire un texte, etc. Donc ça pouvait pas un gouvernement autoproclamé. Alors, on va me dire, oui, mais le gouvernement... Mais ça, c'est encore si on transige. Oui, mais on va revenir en arrière. Parce que avant d'aller plus loin, je réponds à ce que disait le président de la chambre commerciale, un très bon magistrat, qui me disait, oui, mais l'article 9 de la Constitution. Donc après, on a démontré que la Constitution de 1958 n'est pas de base légale, elle vient par une promulgation elle-même d'un président qui n'était pas président, de René Coty, qui, même s'il était un brave gars, il ne pouvait pas être le président d'une république qui avait une constitution qui n'existait pas, puisque cette constitution n'était pas faite par une loi, puisqu'elle n'a pas été promulguée, elle n'est pas faite par une loi. Donc la constitution, c'est grave ce que je dis, mais c'est la pure réalité. La constitution de 46 est illégale, la constitution de 1958 est illégale. Alors bien sûr, si on raccourcit ce que je dis, on va dire, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah bon, la constitution de 46 et celle de 58 sont illégales. Mais écoutez jusqu'au bout. Effectivement, et on le démontre. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que on va sur 1945, mais même les parlementaires de la Troisième République, eh bien, leurs textes, les lois constitutionnelles de 1875 qui fondent
soi-disant Troisième République, elle-même, cette loi n'a pas été promulguée selon les formes légales. Et Napoléon III, c'est pareil, ce sont des gouvernements qui sont illégaux. C'est pas parce qu'on fait un empire ou qu'on a des ors et des couronnes que c'est une légalité. On le voit partout, les putschs, les gouvernements fantoches. D'ailleurs, il y a dans monsieur Maître Boré, qui était d'ailleurs à l'association Docteurs en droit, nous dit bien qu'il cite dans ses traités, dans ses livres, qu'il y a eu des juridictions qui avaient toute l'apparence de la légalité. C'est-à-dire, il y avait des palais de justice, il y avait un gouvernement de facto. Oui, exact, oui, là, au point de vue justice. Donc, Maître Boré, qui était avocat à la Cour de cassation, avocat, pas magistrat, mais qui était chez les docteurs en droit aussi, et chez nous, il nous dit, c'est pas parce qu'il y a un palais de justice, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont habillés en rouge, et qu'il y a des huissiers à l'entrée, machin, que c'est légal pour autant. La légalité, c'est conforme ou c'est pas conforme. Alors, on va y revenir maintenant avec quelque chose qui est beaucoup plus important, parce que c'est arrivé après que nous ayons évoqué tout ça. C'est ce qui se passe en Catalogne. Bon, moi je suis avocat, j'ai créé 2 cabinets en Espagne, c'est extrêmement important, parce que en Catalogne, on a la preuve qu'un référendum organisé par une région, avec une majorité qui dit oui, ce référendum est défini par les autorités espagnoles comme illégal. Donc la notion nouvelle de ce qui s'est passé en Catalogne, c'est qu'un référendum avec un vote majoritaire n'est pas légal pour autant. C'est très clair ça. Un référendum majoritaire n'est pas forcément légal pour autant. Donc on est très clair là-dessus. La Constitution de 1946, le référendum de 1945 sur la Constitution est tout aussi illégal que le référendum de Catalogne, puisque l'État espagnol l'a considéré comme illégal. Et tout récemment, d'ailleurs, il s'est passé des choses en Catalogne, mais tout ça, ça va dans le même sens. Il y avait en France, d'ailleurs, la même chose. Il y avait un référendum qui avait été organisé par des villes à propos du passage de camions, etc., etc. Et un référendum avec une majorité qui s'est dégagée, mais l'État français a déclaré que ce référendum était illégal. Donc la notion même de légalité d'un référendum est une notion extrêmement importante. C'est pas parce qu'il y a eu une majorité qui s'est prononcée pour oui ou non que le résultat est légal ou pas. Et donc ça nous induit à dire avec plus de force encore que la Constitution de 46, la Constitution de 58 sont tout à fait illégales, les référendums, et donc les constitutions sont invalides. De la même façon, les lois constitutionnelles de 1875, et de la même façon, on le sait bien, le régime de Napoléon III est un régime illégal fondé dès les débuts par un coup d'État. Et donc, le coup d'État de Napoléon III, il vient de toute façon après la proclamation de la République en 1848, qui est elle-même fondée sur un coup de force. Le problème, c'est que, on revient sur l'élément majeur, depuis 1848, eh bien, qu'on nous montre les changements de texte, parce que au départ, c'est Louis XVIII qui reçoit, je ne veux pas dire la reddition ou presque de Bonaparte, Napoléon Ier, qui lui transmet tous ses pouvoirs de la Révolution de la République, puisqu'on sait que il y a l'Assemblée constituante, ensuite il y a la convention girondine, montagnarde, thermidorienne, machin, etc., le premier consulat, le consulat, l'empire, etc. Mais tout ça, ça aboutit à quoi? Tous ces pouvoirs qu'il tient, il les donne à Louis XVIII. Et Louis XVIII, de toute façon, est roi. Du côté royaliste, on considère que c'est le pouvoir légitime. Personne, que je sache, n'a contesté le pouvoir légitime, juridique de Louis XVIII. Et c'est Louis XVIII qui fait mettre les lois sont promulguées par le roi. Et c'est ça qui n'a pas pu être changé juridiquement depuis. Quels que soient les textes qu'on nous montre, c'est clair. De toute façon, l'histoire dans l'avenir se moquera de ce qui a été fait. Parce que franchement, à propos de la publication, la Cour de cassation, qui le 6 janvier 1994 nous dit le décret de la Convention nationale ne fait pas allusion à la loi de Vendémiaire en 4, alors qu'elle est toujours applicable, elle n'est pas abrogée. Ensuite, le Raffarin qui prend une ordonnance, enfin, et après on nous dit que on change le texte du Code civil parce que c'est les embêter, parce que tout ce qu'on a fait... Oui, par ordonnance, oui, après validé, etc., le 21 juin 2004. Mais tout cela... peu importe, je dirais, puisque à la base, ils n'ont pas la possibilité. Alors, c'est pas parce que les gens violent le droit, c'est comme le décret dont on a parlé il y a quelque temps, le gouvernement sous Macron, le lundi, le décret n'était pas applicable
parce que la loi n'avait pas été votée. Le décret qui était pourtant applicable, ils ont été obligés de reconnaître dans la nuit que c'était pas applicable. Donc il y a des bugs, ils se trompent. Eh bien là, c'est le coup de force. Alors les coups de force de 1848, le coup de force de Napoléon III, les lois constitutionnelles de 1875, le coup de force du gouvernement autoproclamé défini par les professeurs de droit comme un gouvernement de fait et faillité, hein, et tout cela, ça suit, c'est le régime de Paris qui est illégal. C'est dur à dire, c'est grave, mais juridiquement, comme on fasse la preuve contraire. Voilà. Et donc tout ça, c'est venu parce que nous avons eu toute une équipe, et évidemment, c'est pas moi tout seul, vous pensez bien que je n'étais pas le seul à penser comme ça, je me suis entouré de beaucoup d'avis. Nous avons d'ailleurs créé une association, et en particulier pour sur le premier article du Code civil, sur la publication, hein, du journal officiel en province, j'ai les signatures de pas mal d'avocats du barreau de Paris qui ont voté pour le respect de la loi du 12 Vendémiaire 4, vous voyez, malgré l'arrêt de la Cour de cassation, parce que la Cour de cassation, pour diverses raisons, on sait qu'il y a des revirements de décisions de Cour de cassation. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir? Je ne sais pas, mais en tous les cas, sur le plan juridique pur, voilà l'histoire. Donc, c'est au départ avec une petite équipe d'étudiants toulousains où j'ai fait mes études, qu'on avait découvert des choses qui étaient un peu surprenantes. Et puis par la suite, dans le cadre de l'association des docteurs en droit, dont j'étais secrétaire général, j'ai appris qu'il y avait ce problème du Code civil. Je n'ai pas pu en parler pendant un moment, mais quelque temps après, quand nous avons fait un colloque à propos des tribunaux de commerce, le professeur de droit lui-même, donc vous voyez, ce sont des juristes qui sont à l'origine de tout ça, hein. C'est des étudiants de Toulouse, ensuite l'Association nationale des docteurs en droit, et ensuite des avocats et ensuite le président de la commission des lois, qui ont alerté sur des bugs de la République sur le plan juridique. Donc ça nous a ouvert des perspectives. Comme c'est extrêmement grave et qu'on ne voulait pas avoir l'air ridicule et qu'on nous traite de n'importe quoi, nous avons étoffé l'équipe, et en rajoutant des juristes, nous avons découvert cela, et à tel point que ça s'est répandu dans divers pays, et j'étais en contact avec des docteurs en droit de divers pays, en Russie, en Italie, etc., qui s'intéressent beaucoup à cela. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas en 2 minutes, en faisant une recherche sur Google, qu'on peut te contredire. J'attends toujours. Je sais que quand on a été reçu à l'ambassade de Moscou, à l'ambassade de France à Moscou, puis il y avait un jeune homme qui était d'un nom très connu en droit, de professeur de droit. Je sais pas comment on est venu à parler de ça, j'en ai parlé, et je lui ai dit, mais j'attends les critiques. Je veux dire, il me dit, bah oui, je vous ai envoyé quelque chose. Il m'a rien envoyé. Personne n'a d'argument inverse. Alors c'est pas quelque chose qui m'appartient, puisque c'est pas moi qui suis à l'origine, ni la première fois dans les années 80, ni la deuxième fois dans les années 2000. Donc c'est pas moi qui ai trouvé la chose, je l'ai développé, et je trouve que c'est comme ça. Voilà. Enfin, merci en tous les cas de permettre de le développer. Ça fait plus de 40 ans que tu travailles sur ce sujet. Oui, c'est ça. Oh, non, près de 40 ans. Oui, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, merci à toi, Philippe. Voilà, avec plaisir. On continue comme ça. Non-consentement oblige, c'est la guerre. Parce que tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers. Alors, non-consentement oblige, c'est la guerre.